Supposons que vous travaillez sur une application qui a un bac en Java. Ça veut dire que vous avez développé une application avec Spring et du Java en fait. Et vous avez pour cette application aussi une base de données. La vraie question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est de dire comment est-ce que je fais pour que les entités dans mon projet en Java soient l'exact reflet des tables qui sont dans ma base de données. On parle donc de ORM, c'est-à-dire Object to Relational Mapping, c'est-à-dire mapping objet relationnel. L'idée, c'est de dire que tous les objets que vous allez créer dans votre code de Java seront exactement le reflet de ce qui est dans votre table. Pour y parvenir, Spring Data JPA est la solution qui est disponible et mise à disposition d'ailleurs par l'équipe autour de Spring bien sûr et de Spring Boot. Ça va nous permettre donc de mapper nos entités. On verra comment ça marche. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire des requêtes sans avoir forcément des bonnes notions en SQL. Il faut avoir au moins un minimum de connaissances pour comprendre ce qui se passe derrière. Mais ça va nous permettre de wrapper ou bien de masquer toute la couche SQL qu'on aurait dû faire par nous-mêmes, convertir en Java et faire l'opération inverse. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je vous propose donc de parler ORM, Object Relational Mapping, et Spring Data JPA. En fait. Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose donc de parler de Spring Data JPA. Aujourd'hui, j'ai formé des milliers de développeurs qui sont de très bons développeurs dans de très belles équipes sur des trop beaux projets. Moi, ce que je propose donc, c'est de faire de même avec vous et de vous permettre donc d'avoir des compétences qui vont vous permettre de rentrer dans un projet, bien sûr, sans problème. Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu découvres la chaîne, merci de t'abonner. Comme ça, tu ne manqueras pas de notifications pour les prochaines vidéos qu'on fait. Si le contenu que je présente là te plaît, merci de mettre un pouce et faire connaître la vidéo au plus grand nombre, bien sûr. Si tu as des questions, tu n'as pas tout compris par rapport à ce que je dis ou bien ce que j'explique, tu vas approfondir le sujet. Il y a deux façons de faire les choses, ou même trois d'ailleurs. Tu laisses un commentaire dans la description, je réponds à tous les commentaires bien sûr. Tu peux aussi me rejoindre sur LinkedIn, je réponds à tout le monde qui m'écrit, il n'y a pas de difficulté là-dessus, j'aime bien échanger sans problème. Autrement, sur mon site, tu peux réserver un petit créneau de 30 minutes via Calendly et puis on peut s'asseoir ensemble, ou bien on peut se voir via Zoom par exemple et je réponds à toutes les questions que tu as éventuellement. Donc 3 canaux pour discuter, le commentaire, LinkedIn et éventuellement un créneau en fait. N'hésite pas. Pour notre formation là sur Spring Data, ce que je vous propose de faire, c'est générer d'abord un projet comme d'habitude. L'idée, c'est qu'on va générer un projet qui va nous permettre donc de gérer des avis. Donc la première des choses, comme d'habitude, je vais aller sur Start, Spring.io, en fait, Spring.io, si vous voulez. Moi, je vais faire du Maven pour gérer les dépendances. La version qu'on va utiliser, nous on va utiliser le Java, bien sûr, pas du Groovy, du Kotlin, mais si vous faites l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre la 3.1.2 ici, là, qui est la version la plus stable et qui m'excuserait d'ailleurs. Bon, je dis que vous pouvez aller sur tech.shilo ou shilo.tech, c'est le nom de mon site aussi. Je vais appeler ici product pour gérer les différents produits en fait. Ça, je vais enlever. Le packaging qu'on va créer au final, c'est du genre. La version qu'on va utiliser de Java, c'est la 17. Bon, c'est la dernière version. Depuis la version Spring Boot 3, si vous n'avez pas la version 17, c'est pas possible d'avancer. Donc, nous, on va faire du web. OK, Spring Web. De même, on va rajouter une autre dépendance ici pour la partie JPA, c'est-à-dire Spring Data JPA, parce que nous, on veut écrire dans notre base de données. Je vais rajouter Lombok pour avoir des annotations qui vont me permettre de gagner du temps sur mon code que je vais générer. J'ai mis Spring Data. Je vais rajouter la base de données que je vais utiliser. On va aller sur MariaDB qui s'apparente à ce que vous connaissez, qui est MySQL. C'est une base de données relationnelle, bien sûr. Qu'est-ce qui me manque encore en plus? Je pense que j'ai tout mis dans mon projet, bien sûr. J'ai mis mon driver, j'ai mis ma base de données, j'ai mis mon Spring Web ici. On est bien. Je vais donc générer mon projet. D'accord?
Quand vous générez le projet, vous obtenez un jar. Et dans le jar, vous pouvez le mettre dans votre projet là. Dans formation ici, vous mettez où vous voulez bien sûr, hein. Il n'y a pas de contrainte dessus. Moi j'ai mis ça dans mes vidéos ici et j'ai mon product ici. Voilà. Maintenant que j'ai mon product, tout ce que je peux faire c'est aller le dézipper. Vous allez donc pouvoir dézipper votre product comme ça. Une fois que vous avez dézippé votre product, comme moi, vous allez reprendre dans votre IntelliJ là. Moi j'utilise IntelliJ dans toutes mes vidéos, donc je vous conseille de partir aussi dessus. File, je vais faire en Open et aller chercher dans le product qu'on a créé tout à l'heure. Formation Spring. Dans mes vidéos, je vais JPA et je retrouve mon product ici. C'est ça que je vais ouvrir. Je vais dire que je crois au projet et puis il va donc me charger comme ça mon projet bien sûr. Maintenant que le projet est chargé, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre base de données d'abord, sinon ça ne va pas marcher. Moi, j'utilise Docker. Vous pouvez avoir votre base de données en local, ça marche aussi très bien en fait. Il n'y a pas de problème dessus. Donc moi, je vais aller sur Docker Hub là. On a dit qu'on utilisait MariaDB en fait. Donc je vais aller sur hub.docker.com pour pouvoir récupérer les images et pouvoir les charger en fait. Donc je vais prendre le MariaDB ici, voilà. Si vous allez sur MariaDB, tout en bas ici, vous avez un Dockerfile ici, là, qui vous permet de récupérer un MariaDB. Et aussi, ce qui m'intéresse moi ici, c'est avoir le adminer. Adminer va me permettre donc comme ça d'avoir l'IHM de ma base de données, quoi. D'accord? Donc je vais prendre les deux ici. Je vais copier ça. Dans mes ressources ici, je peux rajouter un fichier Dockerfile. Bon, je vais l'appeler docker-compose.yml. Et à l'intérieur, je vais coller donc ce que j'ai ici. Je vais juste rajouter ici les ports ici pour pouvoir me connecter dessus via mon IntelliJ aussi si je veux. Donc je vais mettre un 3306 et 3306. Voilà. En gros, il va m'exposer ma base de données sur le port 3306 et sur le port 3306. Moi, j'aime bien rajouter ici un container name pour savoir quel est le nom de mon conteneur qui est en train de tourner. Container underscore name. Je vais l'appeler Maria-DB. Et ici, même chose, je vais dire ici que dans mon container name ici, j'ai adminer. Je maîtrise ce qu'il me dit. Bah, je ne monte pas des volumes ici parce que c'est juste pour les besoins de TP en fait. Je vais mettre un mot de passe ici que je vais appeler route aussi. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Je pense que là, j'ai tout. Je vais en venir ici dans mon terminal. Et je vais pouvoir tester ma base de données en fait. Je vais lancer ma base de données. Comme je suis dans mon terminal, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans CD, SRC, voilà, main, ressources, et je vais faire un docker. Je vais quand même préciser la version du MariaDB ici pour qu'il me prenne une version qui ne sera pas très lourde à porter. Je vais prendre la 10-10 ici, j'ai mis en fait. Et si je viens dans mon projet ici, 2.10 pour ça en fait. Donc je vais faire docker compose up-d. Comme ça, il va m'instancier ma base de données et mon admin projet l'IHM pour accéder à ma base de données. Sinon, je ne pourrais pas me connecter à ma base de données plus tard. Maintenant que mon projet est lancé, je peux faire donc docker-compose ps. Là, il me dit que mon DB est juste created, c'est pas up, donc ça peut pas passer. Je pense que ça veut dire que mon port est déjà utilisé. Si je fais un docker compose up db, parce que j'ai donné un service qui s'appelle db, bah, il met que mon port est déjà utilisé. Donc je vais changer juste le port ici. Hein, je vais mettre 3307. Ouais, je vais mettre 8. Comme ça, il va prendre le port à droite de ma SQL ici, il va le mettre à gauche et ça me devrait marcher. Donc docker compose-up db. Voilà. Il va me recréer ma base de données et on devrait être bien. Je vais faire un CTRL-C parce que je n'ai pas mis ça en arrière-plan. Je vais faire un up-d. Ça me libère après mon terminal pour qu'il puisse faire ce que je vais faire. Et faire un docker compose ps. Voilà, j'ai ma base de données qui est en cours d'exécution là. Ce que je vais en faire, c'est que je vais aller dans mon navigateur et je vais prendre un adminer. Si je prends un adminer qui tournait sur mon port 8080, ici, et je dis que ma base de données, c'est dans le MariaDB que j'ai donné tout à l'heure. Et ici, je vais dire que c'est route. Et après, mon mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, c'était route aussi.
Voilà, je suis dans ma base de données. Normalement, tout va bien jusque là. Donc, je vais créer une nouvelle base de données ici que je vais appeler product. Ok. Enregistrer. Ça me permet d'en avoir comme ça ma base de données. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je peux donc, pour faire toutes mes tâches à un seul endroit, je vais me connecter sur ma base de données ici via IntelliJ directement. Ce sera plus simple. Database ici. Je vais donc me connecter à une data source. D'accord. Je vais dire que je vais me connecter à MariaDB. Si je fais un CTRL-N là, voilà, me permet de me connecter à la base de données. Donc nous ici, on a dit que on veut la base de données product. Maintenant, driver c'est MariaDB, on est bien. Localhost c'est bien. 3308 on a mis tout à l'heure. Mon user c'est root. Et mon mot de passe c'est root. On a dit qu'on se connectait à la base de données qui s'appelle product. Voilà. Je vais tester la connexion. Voilà, c'est bien, c'est success, on est bon. Jusque là, on a pu récupérer notre base de données maintenant. Parce que si on ne fait pas la base de données, je ne peux pas démarrer mon projet. Je vous montre. Si je lance mon projet, vous devrez voir tout à l'heure que normalement, il va me dire qu'il ne peut pas se connecter à ma base de données en fait. Voilà, ouais, il me dit ici qu'il ne peut pas se connecter à ma base de données en fait. Il me dit donc de définir une URL en fait. C'est là que je vais revenir dans mes propriétés ici. Et donc, je vais donc dire que je vais faire Spring Data Source URL. Voilà, je vais donner l'URL de ma base de données. Même chose, Spring Username, Spring Password. Je vais aussi rajouter le driver class name pour qu'il puisse savoir à quelle base de données il doit se connecter aussi. Je peux par exemple commencer par ici. Je vais prendre dans MariaDB parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on mettait MariaDB dans notre base de données. Deuxième chose ici, je vais dire que le root. Bien sûr, en production, on ne peut pas mettre vos mots de passe en clair comme ça. Il faudrait bien que vous ayez le moyen d'afficher votre base de données de manière propre, en fait, tout simplement. En production, on ne peut pas mettre votre base de données comme ça. Il faudrait que vous ayez votre base de données de manière plutôt claire. Maintenant, pour ma base de données ici, je vais donc dire que l'URL c'est jdbc mariadb localhost, parce que je suis en local bien sûr, 2.3308, voilà, et ma base de données qu'on a dit tout à l'heure c'est product. Donc ce qu'il faudrait juste ici, c'est que je lui rajoute donc mon double slash ici, voilà. Si j'exécute ça pour retester et voir bien qu'il m'a pris ma base de données, ça devrait être plutôt bien. Là, il me dit que mon port, il y a une coût d'utilisation, le port 8080, parce que j'ai un autre projet qui existe dessus. Donc, ce que je vais faire ici, je vais définir un nouveau port en fait. Je ne vais pas m'embêter. Server port. Je vais dire que le port par défaut, ce n'est pas le port 8080. Je vais mettre sur le port 9080. Je suis sûr que c'est un port qui est plutôt libre. D'accord? Ce que j'ai fait là, c'est que je n'ai pas de table dans ma base de données. Donc, je vais lui dire en gros que chaque fois que je démarre mon projet, qui supprime les tables, il en crée une nouvelle en fait. D'accord? Je vais donc passer cette fois-là par Hibernate. Hibernate, c'est quoi? C'est l'implémentation de JPA. JPA lui-même qui est le standard pour écrire dans les bases de données tout simplement en fait. Donc ici, ce que je vais donc dire ici, je vais dire que Spring Data Hibernate JPA DDL Hibernate DDL Auto, ça veut dire que Data Definition Language en fait, de manière automatique ici, moi je vais faire un create drop en fait. À chaque fois qu'on démarre le projet, on supprime la base de données et on insère les données. Ne faites pas ça en production. À la limite, faites encore un valider pour être sûr que votre format de données, du moins vos données correspondent à celles qui sont dans la base. Mais moi, je mets le drop ici parce que je veux chaque fois partir d'une base de données toute neuve, en fait, bien sûr. Et quand j'ai dit ça, je suis plutôt bien, en fait. Ici, je vais juste rajouter une chose parce que quand on fait du JPA, il faudrait qu'on voit les requêtes qui passent, en fait. Ici, je vais donc dire que Spring JPA Show SQL, en fait, pour que je puisse voir les bases de données qui passent, en fait. Ok. Dernière chose que je vais rajouter, je vais dire que je veux formater mes requêtes, en fait, pour qu'on voit bien comment ça passe dans la base de données. L'autre chose que je vais rajouter dans, c'est que je vais lui dire en gros que je veux qu'il me formate mes requêtes en fait. Donc je vais donc dire ici que spring.jpa ici je vais dire que à Hibernate donc
pardon, c'est dans mes properties, pardon. Voilà, dans mes propriétés, je vais rajouter une nouvelle propriété en fait là que je vais dire Hibernate .format underscore SQL. Comme ça me formater mes requêtes en fait. Égal à true. Hop. Voilà. Dans JPA, Hibernate format SQL égale à true. Du coup, ça va me permettre d'avoir mes requêtes formatées en fait pour le coup. Dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour les clés primaires, c'est lui qui va nous les générer en fait. On va pas s'embêter. On va lui dire les clés primaires, tu laisses la table de la base de données créer les clés primaires tout simplement. Maintenant qu'on a notre base de données, je vais juste redémarrer pour être sûr que jusque-là, je n'ai pas de problème bien sûr. Là, notre application a bien démarré, on n'a pas de problème, tout marche bien, on est content en fait, bien sûr. Je vais donc venir dans mon projet ici. Première chose, c'est créer donc un paquet qui va contenir nos entités. Je vais l'appeler entity bien sûr. Et je vais créer un nouveau paquet ici dans lequel je vais appeler repository. C'est où je vais écrire l'interface pour me connecter dans ma base de données bien sûr. Je vais créer un autre package que je vais appeler service pour faire toutes les actions dans mon service. Et enfin donc, je vais donc créer un nouveau package que je vais appeler controller. Ok. Donc, première des choses donc, pour nous, c'est de dire que je veux qu'on puisse avoir une entité produit. New Java class. Je vais appeler product. Comme ça, je peux donc stocker mon produit dedans. Ici, mon produit, donc, première des choses, je vais dire que c'est une entité pour qu'on puisse dire en fait que l'entité, c'est mon objet qui va correspondre à ma table dans ma base de données. Donc, je vais donc dire ici que c'est entity. Deuxième chose, je vais dire ici que c'est une table. Je vais donner le nom de ma table directement, comme ça c'est fait. Je vais dire que ma table name ici, c'est le nom de ma table pour le coup, ce sera product aussi. Premier champ toujours obligatoire pour le coup, ce sera l'ID. Donc je vais donc dire ici que int, je vais dire que c'est un entier. Hein. Je vais mettre ça de manière privée, voilà. Int, et je vais mettre que c'est l'ID. Là, ça me fixe à mes données. Deuxième chose, je vais dire ici que mon produit, il a un nom. Et troisième chose, je vais donc dire ici que mon produit, il a une description. Bon, on ne mettra rien d'intéressant dedans. C'est un string, pardon, pour la description. De même, le name ici, c'est un string aussi, parce qu'un name ne saurait être un entier. Et à la fin, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais dire ici que private int et le prix en fait. Mon produit a un prix bien sûr. Et donc, il me reste juste à préciser ici comment sont générées mes clés primaires. Donc, je vais donc dire ici que generated value, voilà. Et avec la stratégie ici, je vais laisser ma base de données le faire. C'est identity, voilà. Je vais donc dire que quand je mets ça, je dis à ma base de données, c'est toi qui es chargé de générer mes clés primaires, je te laisse le faire en fait. Alors, on a mis l'onboard tout à l'heure. Chaque fois que vous créez votre entité, il faut faire des getters et setters. Donc, je vais venir ici, je vais dire que je veux un OA constructeur. L'onboard va le faire pour nous. C'est un peu comme si je venais à mon projet générer un constructeur sans paramètres. Pour vous le montrer, je peux venir ici, dire que je fais un clic droit, Generate, Constructor, et puis je vais sélectionner tous les paramètres. Et voilà, il me génère un constructeur avec tous les paramètres. Pour ne pas avoir ces données-ci là, je vais donc simplifier ça avec l'onboard en fait. Je vais donc dire ici que je veux un all constructeur en fait. Ça clash parce qu'il me dit en gros que j'ai à générer un constructeur ici, je le mets la notation, c'est pas compatible. Donc je vais enlever ça pour qu'il s'en occupe tout seul. Autre chose que je vais rajouter, c'est un getter pour pouvoir récupérer les données. De l'onboard bien sûr, et un builder pour me permettre de construire aussi mes valeurs. Là on est bien. J'ai mon entité qui à peu près va être créée dans ma base de données tout à l'heure.
Ce que je vais faire, c'est que chaque fois qu'on va démarrer notre application ici, je vais générer un nombre de produits aléatoires pour pouvoir faire mes requêtes sans problème. Je vais dire ici que je vais faire un implement command line runner. Ça veut dire que c'est une commande qui va s'exécuter au départ tout simplement. Je peux passer par le command line runner ici d'ailleurs, ou alors ce que je vais faire, comme ça on pourra ne pas polluer notre service tout à l'heure. Il va me demander d'implémenter des méthodes parce que c'est une interface, donc je peux donc implémenter une méthode. Donc ici, dans mon service, ici, non, je vais commencer par le repository. Je vais commencer de la fin pour remonter tout en haut jusqu'au constructeur, au contrôleur. Donc première chose dans mon repository, je vais faire un new Java class. En réalité, je vais créer une interface en fait. Parce que Spring Data Media à notre disposition, c'est tout l'avantage de la chose, un ensemble de méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire les choses. Donc dans le repository ici, je vais leur dire ici que je veux une classe. En réalité, c'est une interface qu'on veut créer. L'interface, c'est quoi? C'est une classe Java dont les méthodes ne sont pas implémentées. Et Spring Data, schématiquement, quand tu vas lire les noms de méthodes, il va pouvoir faire des choses pour nous, en plus de celles qu'il a déjà mis à disposition. Donc je vais dire qu'ici, c'est un product repository. Qu'est-ce que ça fait mon product en fait? Il va hériter des interfaces que Spring Data met à notre disposition parce que là on a ajouté le package Spring Data JPA. Donc je vais leur dire ici que c'est extend. Je vais prendre le paging en sorting repository ici. Voilà. Il va nous demander deux choses. La première chose c'est quoi? C'est l'objet qu'on veut manipuler. L'objet qu'on va manipuler pour nous ici c'est le product. Ok? Et la deuxième chose qu'on veut manipuler ici c'est le type de la clé primaire. Dans le type ici, donc, c'est on a dit int, on va mettre un integer en fait. Juste en faisant ça, Spring met à votre disposition déjà un paquet de méthodes. Par exemple, vous avez le find all qui est mis à votre disposition ici directement. Si vous allez voir le repository qui est hérité ici, vous avez un repository aussi ici, quoi. Donc, vous avez comme ça rapidement un ensemble de méthodes en fait qui sont déjà mis à votre disposition. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller chercher trop loin. Moi, je vais voir dans la liste là aussi, vous pouvez voir dans le repository ici, on hérite des repositories en fait. List code repository. Ouais, il y a un ensemble d'éléments qui sont déjà à votre disposition. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse et savoir à quel niveau vous voulez vous arrêter tout simplement, quoi. Ouais, le page insert repository ici, il hérite de repository. Le create repository ici, il hérite aussi de repository, mais il a plus de méthodes. Il a le save, il a le find by ID, il a le exist ID, il y a plus de méthodes ici que dans le page insert repository. CRUD, pour mémoire, ça veut dire create, read, update et delete en fait. Donc je vais prendre plutôt le CRUD repository, ça devrait plus nous mettre à disposition plus de méthodes. Donc si je mets ça, je peux supprimer ça ici. Donc première des choses ici, donc, dans mon service qui est là, je vais créer donc un product service. Dans mon product service ici, qu'est-ce que je veux? Je vais importer mon repository. D'accord? Et comme je vous ai dit dans une de mes vidéos sur Spring, là, que je vais mettre le lien en description, ici, vous pouvez donc importer votre product repository qui est là. Je vais donc l'appeler product repository ici. Comme je vais l'injecter comme dépendance, au lieu de faire le constructeur comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, je peux avec l'unbox dire ici que je veux un all acts constructor. Comme ça, je vais générer un constructeur qui contient directement mon produit. Pour que ça puisse être injecté comme bin ici, je vais rajouter la notation service de Spring pour dire que ça, c'est un service en fait. Il va donc me générer un service qui a en entrée un product repository ici. À l'intérieur ici, moi, je vais créer une méthode publique qui ne retournera rien et qui va me générer un initialize db database ou bien product. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre un int stream en fait. Je vais générer un nombre aléatoire en fait de valeurs. D'accord? Int stream. Point. Je vais dire que je veux générer un nombre aléatoire entre 30 et 100 produits. Je n'ai pas besoin comme ça de créer les produits moi-même tout le temps. On y va. Int stream, virgule 100. Voilà, j'y arrive. Donc, je vais donc pouvoir générer un nombre aléatoire de produits comme ça, entre 1 et 100 en fait. Et je vais donc pouvoir faire un map to object ici pour mapper vers un new product pour avoir mon produit en fait. Ici, dans mon map to object là, je vais donc dire ici que je vais prendre en entrée l'index, c'est-à-dire je vais appeler ça index pour avoir l'index entre 1 et 100 ou bien entre 1 et 50 si la valeur aléatoire c'est 50. Et je vais mapper vers un product
point builder, parce que comme on a mis tout à l'heure, la notation builder, on peut en profiter en fait. Je leur dis ici que mon name ici, c'est quoi? Ce sera, je vais pas m'embêter, hein, je vais appeler product plus l'index. Jusque là, rien de bien particulier. De même, le name, j'ai mis le name ici, pas de description. L'ID va être généré par ma base de données. Et le prix ici, je vais leur dire que le prix, pour le coup, c'est l'index. Donc, je vais leur dire ici que c'est l'index. Voilà. Je vais multiplier l'index chaque fois par 10, par 100. OK. Quand vous avez fini ça, je vais leur dire ici que point .build, comme ça va me générer mon entier. Je vais remettre ça un peu à la ligne pour que ça se voit mieux. Ça va me générer donc comme ça mon produit tout simplement. Donc je reviens ici, j'ai mon point builder, j'ai mon point index ici, j'ai mon build. Et ici à la fin, je peux faire donc un collector to list. Comme ça, il va me permettre d'avoir un ensemble de produits. Je vais mettre ça dans une variable. Comme ça, il me met ça en fait dans mes produits. J'ai pris collect. Je pourrais mettre ça ici dans un ensemble de produits. Voilà. Ça me permet donc comme ça d'avoir une liste de produits aléatoires sur lesquels je peux travailler. Donc, je vais donc dire ici que 10.productRepository.saveAll et ici, je vais donc décider donc tous mes produits pour qu'ils puissent m'en créer. Là, il va me créer donc mes produits. Donc, il me faut juste utiliser mon initializeDB dans mon élément ici. Donc, qu'est-ce que je vais en faire ici? Je vais injecter aussi, cette fois-ci, mon product service. Je peux mettre ça là, comme ça, ça permet de montrer qu'au démarrage de mon projet, j'ai, ici c'est un champ privé, j'ai l'initialisation de mon projet. Si je veux supprimer, je pars de mon point d'entrée et je sais où j'ai mis les éléments d'initialisation. Product. Même chose ici, je vais rajouter un All Axe Constructor. Et donc ici, je vais donc dire ici que je vais faire un initialize product, comme ça il va m'initialiser ma base de données. Je vais donc démarrer et je n'aurai plus qu'à tester derrière. Maintenant que le projet est démarré, on a des requêtes SQL qui passent là. Les insert into, c'est déjà fait pour nous. On n'a pas besoin de se soucier de les écrire en plus. Donc du coup, il va supprimer la table. Il va recréer la table pour nous en se basant sur le modèle de schéma qu'on a mis, c'est-à-dire tous les noms des champs et tous les types de colonnes en fait. On a mis la primary key ici qui est faite ici sur l'ID, on a mis le prix en integer ici, on est bien. Et quoi d'autre? On n'a rien de particulier. Et là, il fait les inserts en fait de toutes les informations qu'il nous a générées en fait. Donc si je viens dans IntelliJ ici, dans ma base de données là, dans mes produits, ouais, donc j'ai tous mes produits qui sont à disposition en fait. Ok, là on a nos éléments à disposition. On va donc pouvoir commencer à utiliser Spring Data JPA pour faire ce qu'on veut faire. L'une des requêtes les plus faciles à faire, c'est le select all. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est que si je viens là et que j'ouvre une table SQL, une console comme ça, et que je dis que je vais faire un select étoile from produit, from product comme ça. Ok. Il va faire la requête. Et quand je fais ma requête ici, donc, il m'affiche donc tous mes éléments ici. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'équivalent en Java. Le plus simple que je vous ai dit, Spring Data JPA met à notre disposition les requêtes. Il faudrait se dire que les requêtes sont faites de manière plutôt schématique, en fait. En fonction de la méthode que vous allez appeler, Spring va donc générer la requête pour vous. C'est fait pour ça, en fait, pour le coup. Donc, je viens ici, dans mon main, dans mon repository, product repository, vous savez, on a hérité de CRUD repository ici, tout à l'heure. Donc, si je reviens dans mon CRUD repository, je vais me fermer tous ces onglets. Ça, c'est la base de données qui est fermée, oui. JPA aussi, c'est fermé. Ouais. Alors, je ferme ça. Voilà, on est bien. Je vais un peu zoomer. Voilà, on est bien. Du coup, dans mon CRUD repository ici, quand je clique dessus, vous voyez, comme j'ai hérité déjà de ça, par défaut, Spring nous met à disposition des méthodes. L'une des méthodes ici, là, ça c'est le find all en fait. Pour posséder cette méthode-là dans mon service directement, sans avoir à réécrire la méthode. Donc je vais donc revenir dans mon service ici, product service, et je vais dire que moi je vais appeler une méthode search ici. Voilà.
tout simplement. Public. Et je veux une liste de produits. Et je vais l'appeler search, comme ça, j'aurai assez de flexibilité dans cette méthode en fait. Donc, comme j'ai dit que je vais l'appeler search ici, ce que je vais faire, c'est, je vais donc dire ici que je vais faire un return de 10.product repository.findAll. Encore une fois, le findAll, il vient de mon product repository qui lui-même hérite de crowd repository en fait au final. Et là, il me dit ici que le type de retour c'est un iterable et moi je vais retourner une liste. Donc, soit je retourne ici un iterable, soit je transforme en liste. Donc, ici, je vais donc appeler mon iterable product list.findAll. Là, il va me dire en fait que le type de retour ici, c'est un iterable et moi je retourne une liste. Donc, je ne vais pas m'embêter ici pour le moment, je vais d'abord dire juste que je retourne un iterable ici. Et je tourne l'itération directement ici. Il me faut donc, jusque dans mon contrôleur ici, je viens donc récupérer mes données. Donc, je vais donc créer une nouvelle classe ici que je vais appeler product controller. Et je dis que ici c'est un REST controller request mapping. Je vais donc ici récupérer tous les passes qui parlent de product. Voilà. Et je vais dire que tous les coups ici, ce qu'on produit comme média ici, c'est du application JSON value, c'est-à-dire que c'est du JSON au final, quoi. Application JSON value. Et je vais donc ajouter un import statique. Ça c'est bien. Pour ne pas perdre du temps, je vais venir ici, je vais copier la même méthode qui est ici, rien de bien particulier. Je recolle ici. Et je vais dire ici que ça c'est un get mapping. Comme ça me fait le get. Maintenant que j'ai fait ça, je vais avoir besoin de mon service. Donc, je vais donc appeler mon service ici, mon product service. Voilà. Et puis, je dis que c'est un product service là. Je dis ici, c'est un product service. Voilà. Et ici, je vais importer le product qui est là. Quand j'appelle mon product service ici, la méthode appelée à l'intérieur, c'est le search. Voilà. Pour que ça puisse injecter mon service, de même, je vais rajouter un all apps constructor ici. Encore une fois, ça génère un constructeur avec tous les paramètres. Ici, c'est bien product avec un T à la fin, c'est beaucoup mieux. Je pense que je suis plutôt bien. Je vais donc pouvoir démarrer mon projet et il va m'afficher des produits. Voilà. En gros, il va régénérer ma table avec un nouveau produit parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un create drop en fait. Du coup, ça va supprimer chaque fois les tables et ça va les recréer en fait, quoi. J'ai un outil que moi j'aime bien utiliser qui s'appelle HTTP-Py en fait. Il vous explique comment en gros faire des requêtes dans votre invite de commande, quoi. C'est un peu comme l'équivalent de curl. Dans la documentation ici, c'est assez bien. Vous pouvez tout simplement dire qu'il faut l'installer. Rien de bien compliqué selon l'OS sur lequel vous êtes. Et directement après, vous pouvez faire des requêtes en fait. Voici un exemple ici. Je vais prendre le truc le plus simple. Une fois que vous avez installé, vous mettez à disposition le HTTP en fait, tout simplement. Ok. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est un get. Par défaut, l'appel c'est un get. Donc je vais venir ici, dans mon terminal qui est là. Je vais faire un get sur un appel en fait. De même, vous pouvez aussi utiliser Postman. J'ouvre Postman autant que mon terminal se met à disposition aussi. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau en fait, tout simplement. Le temps que mon Postman démarre et que mon terminal s'ouvre aussi, on devrait pouvoir faire nos requêtes sans problème. Ici, je peux donc faire HTTP parce que j'ai déjà installé mon HTTP sur mon ordinateur. Je peux donc dire ici que je vais faire deux points. On avait dit qu'on démarrait sur le port 80-90. Et moi, je veux product. Ici, je fais ma requête normalement. Là, je devrais avoir en retour ma liste de produits en fait. Alors, il me dit que il a essayé de se connecter au port 80-90 sur product et il n'a pas réussi. Donc ici, est-ce qu'il est toujours en train de m'installer mes choses? Les 90-80, pardon. 90-80. Donc si je reviens là et que je change le port, je dis que c'est du 90-80. Voilà, il va me retourner tous mes données au format JSON comme ça en fait. D'accord? Vous avez le choix. Soit vous passez par là, soit vous venez ici, vous créez une petite collection dans Postman pour pouvoir faire vos différents tests en fait. D'accord? Moi, je vais faire une petite collection ici rapidement.
Comme ça, je peux exporter ça pour importer dans mes sources quand je vais vous les pousser en fait. Product. Ici, je vais donc ajouter une nouvelle requête. Add request. Je vais appeler all product. Comme ça, c'est bon, on sait ce que ça va faire ma requête ici. Même chose, localhost. Ici, c'est 90-80. À la fin, je vais bien mon endpoint qui s'appelle product. Si je fais ça, ouais, donc j'ai mes JSON ici, là, j'ai toutes mes données qui sont retournées dans mon tableau. Juste avec Spring Data, du coup, je n'ai pas besoin de me soucier de faire ma requête et de convertir en Java mes données retournées par mon SQL en fait. Ça, c'est une façon la plus simple de faire les choses. De même, je peux aussi dire que je vais chercher un produit en fonction du nom, par exemple. D'accord? Supposons que je dise que moi, je vais avoir un produit qui a le 35 en fait. Donc, moi, je vais donc revenir dans mon repository ici. C'est là où ça devient intéressant avec Spring Data. Moi, je veux une liste de produits ou alors un produit qui a le même nom. On va prendre un seul produit parce que sinon, on pourrait sortir une liste. Mais bon, pour le moment, on sortit d'abord un produit. Normalement, si vous voulez chercher un produit en fonction du nom, qu'est-ce que vous feriez comme requête? Vous ferez un select étoile from produit en minuscule parce que ici il faut bien faire attention à une chose, c'est que le product qui est ici c'est le nom de votre table et on verra par la suite qu'on utilise en fait le nom de l'objet en Java en fait. Where name égale le nom que vous voulez donner en paramètre. Ok. Le nom que vous allez donner en paramètre, j'appelle ça paramètre en fait. Donc si je prends ma requête ici, je viens dans mon invite de commande ici pour ma base de données et que je vois un terminal SQL en fait là. Ça c'est la requête qu'on ferait d'abord normalement. Donc je vais faire un select étoile from name where name égale. Je peux donc dire par exemple que je veux le produit 99 qu'on a sous les yeux là. Je vais le prendre. Ça c'est la requête qu'on ferait. Et on aurait ça en fait comme information. Donc Spring Data, où il est bien, c'est qu'il nous dit en gros, vous n'avez pas vous habiter à faire ça. Je sais que vous voulez un produit. Vous faites un find. Find, c'est l'équivalent de select étoile. By, ça veut dire que là, vous donnez à la contrainte du champ en fait. Et moi, je veux dire que je veux chercher by name en fait. Les deux se valent. Le find, c'est select étoile. By, c'est le where en fait. Name en fait. Le from, il va automatiquement le créer pour vous parce qu'il sait que vous avez dit que dans cet objet-ci, vous avez mappé la table. Donc find, select étoile, by, ça c'est le where en fait que vous faites déjà en fait. By name, je vais donc dire ici que en paramètre, je vais lui filer le name en fait avec lequel il va chercher. Donc voilà comment ça marche avec Spring Data JPA. Vous n'avez pas besoin de réécrire toute la requête et il va faire le boulot pour vous. Aussi simple que ça. Donc la seule contrainte, il faut s'assurer que vous n'avez qu'un nom unique. Parce que si vous avez plusieurs noms, il va vous dire qu'il y a plusieurs produits qui ont le même nom et puis vous aurez une erreur en fait. La même chose dans mon service ici, je peux donc dire ici que je vais rechercher en fait mes éléments. Et puis ici dans mon search, ici, je vais faire un string en fait. Name. En gros, on peut rechercher par nom cette fois-ci. Si j'ai fait ça, j'aurai un problème parce que j'ai dit que je retournais à l'iterable ici. Donc il faudrait que je revienne ici, dans mon repository, voilà. Je dis ici à Spring, enveloppe-moi ça dans un iterable en fait. Il va le faire pour moi. J'ai pas besoin de le refaire. Iterable. Voilà. Et donc, quand je vais venir dans mon service ici, je n'aurai plus de problème. Ce que je vais donc dire dans mon service, c'est que si mon nom n'est pas vide en gros, je vais donc retourner cette fois-ci à la place. Je vais donc faire un product repository .find by name cette fois-ci. Et je vais donner dans le name. En gros, s'il y a le nom, je retourne la recherche en fonction du nom. Sinon, je retourne tout simplement la liste complète. Il me dit qu'il y a une erreur dans mon contrôleur, pardon. Je vais venir ici, je vais donc dire qu'on peut rajouter des query param. Donc je vais donc dire ici que j'ai des requests param ici.
Comme ça, on peut passer des paramètres. Et je vais dire que le nom est optionnel en fait. C'est-à-dire que je vais dire que required ici, c'est false. Ça veut dire que si on ne me donne pas le nom, je gère la même requête. Sinon, je peux gérer toujours le nom en fait. Donc ici, je vais leur dire ici que je prends un name en fait, tout simplement. Et ici, je vais leur dire que le name, c'est ça. Du coup, ma requête dans mon service sera assez élastique pour gérer quand il y a le name et quand il n'y a pas le name en fait, bien sûr. Et donc, si je fais ça, je peux donc dire ici que je vais pouvoir récupérer donc mes requêtes. Donc je vais tester, même chose. Stop and rerun. Dans mon Postman ici, je peux donc préparer ma requête. Je vais dupliquer la requête ici et je vais donc dire que je vais rechercher all product et by name cette fois-ci. Quand j'ai dit ça, je peux donc revenir sur ma requête ici et après je pourrais donc rajouter le nom à utiliser pour ma requête en fait, bien sûr. Je vais donc dire ici que point d'interrogation, mon name là vaut, je pense que j'aurai un product là. Bon, là ça a démarré, je pense que je peux y avoir d'abord tous mes produits. Parce que comme le nom est aléatoire, le numéro n'est pas toujours le même. Donc je prends par exemple le product 36 cette fois-ci. Égal product 36. Ok. Là, il n'a pas trouvé le product 36. Dans ma liste de produits ici, j'ai bien le product 36 par contre. Je vais donc mettre un point d'arrêt pour voir pourquoi il ne passe pas ici. Dans mon service, c'est là où ça m'intéresse. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Sauf que moi, je travaille toujours en mode debug en fait. Et ici, si je lance ma requête, ouais, là, j'ai récupéré mon name qui vaut product 36. En fait, j'ai deux guillemets là. Il n'aime pas en fait parce que pour lui, le guillemet, c'est une autre valeur aussi dans mon nom. Donc, je vais donc revenir corriger mon paramètre que je passe ici. Je vais enlever les guillemets en fait. Voilà. Si je fais ça, là, vous voyez, je passe bien le product 36 ici. Je peux donc revenir ici. Vous voyez, là, il va retourner juste un produit qui est le product 36 en fait, tout simplement. Donc, voilà comment on peut faire autre requête en fait pour filtrer en fonction du nom. Autre requête qu'on peut faire aussi, c'est de dire que dans notre repository ici, je vais dupliquer ça, CTRL D. Je vais dire ici que je veux un truc du genre file by name. Je veux une requête file by name containing en fait là. Je veux dire que le nom contient le chiffre 3. Par exemple, tous les requêtes qui ont 3 en fait là, je veux qu'on le mette en fait. Donc je veux dire que le string name ici ce sera 3 en fait. D'accord? Find by name, where, name. Ici on pourrait dire qu'on a un truc like, comme ça en fait. Moi je veux qu'un name par exemple, tous les noms qui ont 3 par exemple, moi je veux que ce nom là soit remonté en fait. Ici qu'est-ce que je vais faire? Ça m'implique que dans mon service ici, au lieu d'appeler find by name ici là, je vais donc dire que je vais plutôt utiliser le name containing en fait. Comme ça ma recherche est plus globale sur le nom. Je peux aller même plus loin. D'accord. Je peux dire ici dans mon repository qui est là. Ça, je vais fermer ça. Comme ça, je suis bien. By name containing by et puis price. Comme ça, je peux choisir que je vais mettre par les prix et puis je peux choisir l'ordre en plus si vous voulez. Par exemple, le price décédant ou bien le price ascendant en fait. D'accord. Là, j'ai mis 2 O. Volontairement, je laisse les 2 O juste pour vous montrer en fait. Parce que si je laisse les 2 O, vous allez voir ce qui va se passer. Il va vous dire en gros que il ne peut pas déduire la requête parce que le nom que vous donnez n'est pas cohérent. Voilà, aussi simple que ça. C'est ce qu'il va nous dire ici. Si je fais ça, ouais, il ne connaît pas la variable qui est là. Voilà, comme ça va marcher. C'est pour vous montrer en fait que la requête déduite en fonction du schéma est très importante en fait. La règle, grosso modo, c'est de dire qu'on fait du camel case. Ça veut dire que chaque fois qu'on change d'intonation, on met la lettre en majuscule tout simplement. Ça, c'est la règle la plus importante en fait.
Ouais, donc ici, j'ai mon erreur là, où il vous dit en fait que, ouais, il ne connaît pas la property containing O, en fait. Donc le O là, lui pose problème, en fait. Donc je peux donc venir ici, je vais refactor, et puis je vais faire un rename, en fait. Et ici, je vais enlever le O, comme ça va renommer partout directement, et je vais pas aller revoir mes erreurs de l'autre côté. Et là, c'est bien en jaune, parce que là, ouais, quand je parle quand même le find, by, la seconde lettre, vous devez mettre la lettre en majuscule. Donc quand vous enchaînez des mots, d'un mot à l'autre, il faudrait chaque fois mettre à jour votre requête, quoi, tout simplement. Et avec ça, on devrait être plutôt bien, je pense. D'accord? Alors, donc ici, je fais find by name containing order by price way. Il y a toujours la lettre qui change là, qui est le camel case en fait. Je vais redémarrer mon projet et on est bon. Donc, quand j'ai mes tables et toutes mes données, je peux revenir encore refaire ma requête, bien sûr. Donc, ici, je dis que je veux tous les produits qui ont l'ID 3, en fait, qui ont 3 dans le nom, en fait, tout simplement. OK. J'ai donc tous les produits qui ont 93, 83, ça c'est bien, 53, ok, ouais, 30 aussi, quoi. D'accord. Et avec le prix décroissant. Ouais, je suis parti de 9300, 8300 et je me suis retrouvé à 3000 en fait. Vous pouvez faire la même chose, par exemple, pour le prix aussi. Vous pouvez dire que pour le prix, dans mon product repository ici, je vais rechercher tous les produits qui ont un prix entre une valeur en fait et une autre. D'accord? Ou bien qui ont un prix supérieur à quelque chose. Voilà. Donc, je vais chercher find by price. Parce que le price ici, c'est le nom de votre champ. Ce n'est pas le nom de la compte dans la base de données. Il faut bien faire attention à cette partie-là. By price, after, supposons que je veux tous les prix qui sont supérieurs à 3000 en fait. Donc je vais leur dire que comme c'est un prix, je mets le int ici pour qu'on puisse bien comparer, sinon ça ne marche pas. Vous ne mettez pas un string, vous mettez un int pour correspondre au type du champ sur lequel vous faites votre filtre. Pardon. Find by price after 300. Voilà. Ou bien 3000 pour que ça filtre bien. Pardon. Je vais filer la valeur ici en disant que c'est le price ici. Voilà. Comme ça, on passera 300 dans le service. On va donc pouvoir rajouter la possibilité d'avoir des entités. Ici, on a un produit. On va donc dire que on va faire des relations en fait. Les relations entre les entités. Qu'est-ce qu'on va commencer par avoir comme entité? Moi, je vais rajouter une première entité ici que je vais appeler user. Ça veut dire que c'est un utilisateur qui peut donner son avis sur les produits. Donc, je vais dire que ça, c'est une table que je vais appeler volontairement utilisateur. Je vais mettre ça en minuscule puisque j'ai commencé en minuscule de l'autre côté aussi. Utilisateur. Sans le P, c'est mieux. Je vais rajouter ici pour dire que c'est un entity. Et maintenant, je vais pouvoir dire ici que... pardon, il faudrait que je mette dans la table ici, je vais juste mettre le name là. Voilà. Comme ça, je précise bien ce que c'est. Même chose, je vais venir copier tout ça. Et je vais dire que l'utilisateur ici, il va me donner mon ID. Et je vais pouvoir aussi avoir le type le format de génération de mon ID. Voilà. J'ai un utilisateur qui est en name ici. Voilà. Jusque là, on est bon. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'un utilisateur peut donner plusieurs avis. D'accord? Donc ici, product name, user, pardon. Et je vais donc dire ici que l'utilisateur va donc pouvoir nous donner un sentiment. Je vais l'appeler sentiment en fait, tout simplement. Et même chose, pour être assez à l'aise, je viens ici, je fais ça. Je pense qu'il me reste des choses que je n'ai pas fait ici. Je vais copier tout ce qui était getter, builder et all constructeur de Lombok ici. Je dois venir mettre ça ici d'ailleurs. Et je vais faire la même chose dans l'utilisateur ici parce que je ne l'ai pas fait bien sûr. J'ai fait mes imports pour être conforme à ce que je veux avoir. Et ici, il me dit que dans mon user, ici, il ne peut pas. Voilà, j'ai pas d'erreur, c'est bien, j'ai rien dit. Même chose ici, mes imports. Et ici, je peux faire mes imports en fait.
Alors, alors le sentiment ici, on va dire ici que le sentiment en fait c'est une valeur. Voilà. Et on va avoir la date de création. On va mettre que c'est un instant ici. Et on va dire que ça c'est la création en fait. C'est la date à laquelle on a créé le sentiment tout simplement. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de dire que un utilisateur a donné plusieurs sentiments et plusieurs sentiments sont déposés par un utilisateur. Pour faire ça ici, on fait une relation. Ici, on dit que la relation, c'est many to one. Et dans le main to one ici, donc, on va donc dire ici que c'est un private. Vous mettez la relation dans le sens qui vous intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les avis des utilisateurs, en fait. Private, user. Et ici, c'est un user qui a mis la relation, en fait. Si vous dites que vous avez un utilisateur qui va mettre plusieurs avis sont non affectés à un seul utilisateur, d'où le many to one, en fait, ici. Donc, de même, ici, on aura dans le join colon, en fait, parce que c'est, comme un utilisateur met plusieurs avis, on aura dans ici le join colon, en fait. Tu peux rajouter dans un join colon. Join colon, voilà. Et je vais dire ici que je vais l'appeler user underscore ID. Je peux ne pas le mettre parce que si je ne mets pas, Spring aussi va donner le même template. Donc, vous pouvez mettre ça. C'est un peu une répétition de l'information, mais je peux ne pas mettre aussi la valeur, quoi, tout simplement. D'accord? Parce que Spring, c'est en gros que, comme vous avez mis un main to one, automatiquement, il faut générer une clé étrangère et il va le faire pour vous. Il me reste juste deux choses à faire ici, c'est de dire que ça c'est une table bien sûr et que c'est une entité aussi. Dire que ça c'est une table ici, je vais donner mon name ici. Je ne vais pas mettre de name d'ailleurs. On va voir comment ça se comporte derrière avec Spring Data. C'est où ça c'est intéressant. Mais encore une fois en production, il faut que vous donniez les noms de vos tables pour maîtriser ce que vous mettez derrière. D'accord? Donc je mets le nom ou pas, c'est juste pour montrer qu'il va faire ça pour nous. Là, il va me dire en fait ici qu'il ne connaît pas la colonne user ID. C'est pas très grave parce qu'il va générer une table tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va donc dire ici qu'un produit a plusieurs avis. Donc on va donc dire ici que product. Et ici, on aura private, list, sentiment et sentiment avec S bien sûr. Il parle sentiment liste, mais on peut mettre sentiment aussi. L'un ou l'autre, vous choisissez, soit sentiment liste, soit sentiment, vous ne perdez pas au change. Et je vais dire ici que c'est un one to many. Et si je fais mon import classe ici, sur mon Java utile, je suis plutôt pas mauvais. Donc, j'ai un produit qui a plusieurs sentiments et un sentiment qui est déposé par un utilisateur. Avec ça, on est plutôt bien. Je peux donc redémarrer ma classe. Donc, je vais revenir dans mon product service ici où j'initialisais mes données tout à l'heure. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais avoir un utilisateur aléatoire. D'accord? Pour ne pas m'embêter à recréer les utilisateurs, je vais aller chercher une librairie qui s'appelle Java Fake en fait. Java Faker. Java Faker, comme ça. Vous allez ici, vous allez trouver Java Faker comme ça qui existe. Et où c'est assez intéressant, c'est qu'il vous dit, vous rajoutez la dépendance dans votre projet. Et vous avez donc accès à plusieurs valeurs comme ça, en fait, qui vous permettent donc automatiquement de générer des valeurs tout simplement. Pas de problème. Donc moi, je vais revenir ajouter ici, dans mon pom.xml, Java Faker. Quand j'ai mis ça, je dois pouvoir donc mettre à jour mes dépendances à le petit thème qui s'affiche ici. Le temps que mes dépendances soient récupérées et mises à jour, je peux d'abord arrêter même mon serveur ici parce que pour le moment, il tourne pour rien. Pour initialiser mes valeurs, donc, je vais commencer par créer un utilisateur. Pour un utilisateur, je vais faire donc user. Ou bien je vais commencer par importer un faker là. Hop, voilà, faker. C'est un peu comme du lorem ipsum tout simplement. Hein. Il va me générer des valeurs aléatoires. Je vais donc dire ici que user, chaque fois je vais générer un utilisateur. Hein. Mais vous pouvez sortir un utilisateur de l'autre côté et en fait ce que vous voulez. Égal à user. Dans mes entités, j'ai un user, voilà. Je vais prendre le builder ici. Et quand j'ai mon builder, je vais donc dire que son name ici,
ce sera faker.name et je vais en full le name en fait tout simplement. De même, ici, on a dit qu'on a le name et on avait quoi d'autre comme information? Rien d'autre. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, mais bon, le name, ça nous suffit largement pour les besoins de notre exercice. Et donc, je peux donc dire ici que je vais faire un build. Voilà. Donc, un utilisateur va déposer donc son avis, tout simplement. Donc, pour que ça marche, il va complain ici parce que j'ai plusieurs opérations. Je vais mettre une accolade ici. Je vais faire mes opérations ici. Et à la fin, je peux donc retourner mon product builder comme ça. Voilà. OK? Donc, j'ai mon user ici. Et puis, donc, je vais donc avoir un sentiment. Pour avoir des sentiments ici, je vais donc dire ici que même chose. Hein, je vais venir ici. Je vais venir faire un integer entre allez, 2 et 5. On va pas aller plus loin pour ça pour les sentiments. Et on va faire map to object ici. Et puis, on va prendre un i pour ne pas confondre avec l'index qui est au-dessus. Et je vais dire que c'est un sentiment. Et pour mon sentiment, je vais dire que je veux un builder. Et même chose, hein, je vais dire simplement ici que le user ici, c'est le user qui est généré tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme information? La valeur du sentiment, ou bien le texte du sentiment, si vous voulez. Je vais aller changer ça, je vais mettre texte, ce sera plus simple, pour plus cohérent. User, name, ici je vais mettre texte, voilà. Et quand je vais dire ici que je veux le texte, ouais, l'embarque est assez intéressant, c'est que j'ai pas besoin de régénérer mes entités en fait. Et que je vais dire que ici, faker.sentence. Je pense que c'est ça. Ah, voilà, faker lorem sentence en fait. Vous pouvez choisir le nombre de words que vous voulez en fait, quoi, tout simplement. D'accord? Moi, je vais laisser faire ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas beaucoup. Et même chose ici, je vais faire un build. Là, après mon test, ici, je fais un build, voilà. Comme ça, il va me générer mon élément. Et ici, je vais dire que je vais faire un collect to list pour en faire une liste. Pour que ce soit un peu plus lisible, je reviens à la ligne. Voilà. Hop, sentiment, builder. Tu me crées mon user ici, tu mets le texte, voilà. Et ici, à la fin, tu peux tout simplement faire mon collect ici. Donc, je vais faire la même chose ici, hein, collector to list. Et comme j'ai créé ma liste de sentiments ici, je vais stocker ça dans juste une variable rapidement et je vais l'appeler sentiment comme ça. Et donc, dans mon builder ici, donc, je vais donc dire que sentiments, donc, ce sont les sentiments qu'on vient de créer ici. Comme ça, on a la liste des produits, les utilisateurs qui créent les sentiments et les sentiments par utilisateur en fait. D'accord? Ça permet, vous pouvez prendre les phrases, les analyser, faire l'intelligence artificielle dessus et retirer ce que vous voulez comme information au final. Donc, je peux relancer et rapidement, on devrait avoir comme ça un système plutôt complet en fait. Drop table if existe et puis table machin existe et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il me dit que il ne peut pas sauvegarder des éléments qui sont transients. C'est quoi transient? Ça veut dire en gros que il ne peut pas rajouter un utilisateur dans ma base de données parce qu'il ne le connaît pas en fait, quoi, tout simplement. D'accord? Comment je vais rajouter ça ici? Je vais venir ici dans mon user qui est là. Il faut que je trouve l'élément qu'il n'aime pas. Il dit que c'est l'entité sentiment en fait qu'il ne connaît pas en fait. Et donc ici dans mon sentiment qui est là, d'accord? Je vais simplement dire ici que cascade, je vais lui dire que je veux un all en fait. Je vais vraiment au truc le plus élevé parce que le all il fait quoi? Il fait le persist, il fait le détache, il fait le delete, il fait tout en fait, quoi. Comme on a mis le cascade all ici sur le user, on va faire la même pour les sentiments qui sont dans les produits. Dans le product ici, donc je vais rajouter un one to many et puis je vais dire ici que le cascade c'est all aussi. Et je vais dire ici que c'est pour l'attribut cascade parce qu'on a des annotations qui sont à notre disposition. Non. Voilà. Là, on est plutôt bien. Je peux donc relancer mon projet et passer à mes tests.
Dans mon projet de lancer, si je reviens dans ma base de données ici, j'actualise un peu, je devrais avoir, voilà. Ouais, donc ici j'ai mon utilisateur là, qui est l'entité user, j'ai mon sentiment qui est là, et ici, j'ai pas mis la création, mais il faudrait mettre un instant.now en fait, tout simplement. On le fera pour le prochain redémarrage, rien de bien particulier. D'accord. Le prochain redémarrage, on rajoutera un instant.now aussi. Du coup, je peux commencer à faire mes requêtes, et je suis plutôt bien. Encore une fois, Spring il est assez bon là-dessus parce que vous pouvez dire ici que vous voulez récupérer une liste. Là, vous pouvez définir maintenant le type de retour ici. Moi, je dis que je veux une liste avec tous les produits. D'accord. Bon, je vais faire un find by. Ouais, le find by est mis product. Et donc, où c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez faire aussi une liaison vers la jointure en fait, tout simplement. Donc, je vais dire ici que product. Une fois que j'ai mon product ici, and sentiment, vous voyez, je récupère dans mes produits. Quand je fais le and sentiment, en fait, là, il me ramène directement sur les sentiments, en fait, tout simplement. Je n'ai pas besoin de réécrire tout, en fait. OK. Ou alors, je fais un product sentiment, texte, pardon. Et je vais dire que ça contient. Je vais aller voir d'abord ce qu'on a dans ma table quand même ici. Dans mes sentiments ici, je veux un texte qui contient, je sais pas moi, ça, ce mot-là, ou bien omis, voilà. Je vais prendre omis. Ouais, je vais mettre le texte ici. Hein. Je me trompe, je veux toujours mettre la valeur ici, mais c'est pas ça, on passera en paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Nous, on veut récupérer tous les produits en fonction des sentiments. Donc, premier tableau dit find by product. Quand il fait find by product, il nous met ici. Voilà, sur cette entité. Comme j'ai dit, sentiment en plus, il me ramène ici en dessous. Donc, je peux donc tomber dans ma liste de sentiments. Et troisième étape, maintenant, je rajoute dans le texte ici. Donc, je fais find by product. Quand je dis sentiment, je dis c'est comme si je faisais, je descendais l'escalier quoi. Je faisais une jointure en fait entre mes tables. Il va faire la jointure pour moi automatiquement. Et puis il va aller chercher le texte en fait qui contient en fait le texte que je vais filer à l'entrée. Donc je vais chercher tous les produits qui ont sentiment qui contient omis en fait tout simplement pour le coup. Je vais leur dire ici que je vais dupliquer et je vais dire ici que le string ici c'est sentiment. J'ai passé le sentiment ici en paramètre et je peux leur dire ici que si le sentiment est pas nul, je vais chercher tous les produits en fonction du sentiment. Find by sentiment qui contient ce texte-ci. Et ici donc, pour être cohérent, il faudrait que je rajoute aussi l'information sur le sentiment. Et je dis que c'est pas obligatoire, comme ça me permet d'avoir assez de flexibilité dans ma méthode en fait pour le coup. Donc ici, je peux donc faire un stop. C'est comme ça que vous pouvez donc faire le chemin ou bien laisser Spring gérer les jointures pour vous, pardon, en mettant les éléments en cascade pour vous, tout simplement. Là, il me dit qu'il y a une erreur parce que ma syntaxe n'est pas toute bonne en fait. Il dit qu'il ne connaît pas le product type sentiment. C'est moi qui suis allé trop loin. J'aurais pas dû dire sentiment ici. J'aurais dû dire product. J'aurais dit, je vais faire un refactor. Refactor, parce qu'il va partir comme si je partais du produit, pourtant c'est pas le cas. Donc je vais dire que find by pour être sûr, je vais quand même réécrire ça. Moi-même d'abord pour être sûr de où il va m'amener la vie. Donc find by, voilà, sentiment. Voilà, ça c'est bien. Ouais, là il va vous suggérer en fait le sentiment. Je veux pas la description, ça c'est pas le name, c'est pas le hors name. Sentiment between containing. Je mets le texte ici. Find by sentiment et puis texte containing, voilà. Comme ça, il va aller directement chercher dans les sentiments. Donc, refactor ici, rename, find by. Voilà.
Ok. Donc je vais donc venir dans ma base de données ici. Je vais chercher un sentiment quand même pour voir ce qu'il y a dedans. Et moi je dis que je veux tout ce qui est avec le et en fait. Voilà. Je pense qu'avec le et on aura plus d'infos. Donc je vais changer ici. Je vais le dire directement ici. Je vais dupliquer ma requête. Ce sera plus simple pour la garder. Rename find by sentiment. Sentiment en minuscule, c'est mieux. Alors, où est-ce qu'il passe le monsieur? Il fallait bien dessus qu'il aille chercher ce que je lui dis de chercher quand même. Je vais arrêter ça ici. J'ai mon sentiment qui s'appelle ET là. Et ici, si je rentre par là, voilà, je fais ma requête. Alors, dans mon texte ici, j'ai mon continent ici, ER, machin. Voilà, j'ai mon ET qui est là. J'ai mon ET aussi ici, ça marche plutôt bien. J'ai mon ET ici qui est pas mal en fait. Donc c'est ça que vous pouvez en faire pour avoir des éléments plutôt en séquence en fait pour le coup. Donc vous pouvez donc descendre en cascade dans votre requête et récupérer juste les éléments qui vous intéressent. D'accord? Pour finir, je vous montre encore aussi comment vous pouvez écrire une autre requête en fait ici sur les users par exemple. Moi je vais prendre ça. New Java class. Même si c'est une interface qui tourne d'ailleurs. Je vais dans user repository. D'accord? User repository avec RY comme ça. Même chose, je viens récupérer ici mon user repository. Je mets ça là. Et ici, c'est un user qu'on veut. Encore une fois, ce qu'on met ici, c'est pas le nom de la classe. Parce que souvenez-vous, ici, dans le user, on a dit que la table, ça s'appelait utilisateur. Donc, ce qu'on met ici, encore une fois, pardon, c'est pas le nom de la table. C'est bien le nom de l'entité qu'on va manipuler. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Moi, je dis par exemple que je veux une liste de users. Je vais l'en define by name containing. En gros, je dis que je veux le nom contient en fait l'expression. Le nom contient cette expression-ci. Ou bien je vais l'appeler expression. Voilà. Le nom contient cette expression. Si vous voulez, vous pouvez écrire la même requête en disant que là, vous donnez le nom que vous voulez à votre méthode. Hein. Je vais faire par exemple ici get by expression. Ça ne veut rien dire au sens Spring des choses, c'est juste un nom comme classique que vous pouvez mettre. Get by expression. Et pour que Spring puisse prendre ça en compte, Spring a une notation qu'on appelle query. Query comme ça. D'accord? Avec le query qui est une annotation, vous pouvez dire ici que, entre guillemets, pardon, ici, vous allez dire from. OK? Le from ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire que vous allez donner le user, c'est-à-dire, encore une fois, l'entité, pas le nom de la table. Vous pouvez mettre un alias si vous voulez. User U, where, je vais mettre en majuscule ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'alias, mais bon, je mets quand même l'alias. U.name. Et puis, vous allez dire que like. Vous allez donc pouvoir passer donc comme ça votre expression, en fait, tout simplement. D'accord? Point d'interrogation 1. Et ici, vous allez mettre %. OK? Les deux requêtes se valent pour le coup. OK? Donc, on va compléter votre requête, en fait. OK? Donc, on va tester ça. Et dans mon service ici, copie, paste. Je vais dire que je veux un user service. Pas besoin d'initialiser parce que ça le fait déjà pour moi. Tout ça, je vais enlever. Ici, je vais chercher tout ce qui est product. Ou bien je vais dire que ça c'est un user repository.
Souvent, certains disent directement qu'ici on met un repository, mais moi j'aime bien mettre un user repository pour être sûr que je parle bien du repository qui est le mien en fait. S'il n'y a pas de repository, s'il n'y a pas de paramètres, je vais dire que ça c'est ça. Sinon, je vais dire ici que ça c'est le name de mon user lequel je vais chercher en fait. Donc ici, je veux dire que j'ai un user repository. Ici, on retourne chaque fois un user bien sûr. Ok. Donc, s'il n'y a pas de paramètres, on cherche un user en fait. J'ai tout viré, j'ai viré trop de choses. Je vais copier ma condition qui est ici pour ne pas avoir à la réécrire. Mais bon, vous savez déjà ce que j'ai fait dans la condition. Si mon nom n'est pas vide, je vais dire que ici, je veux qu'on prenne à partir du user repository, qu'on aille me chercher en fonction de l'expression que je donne. L'expression pour le coup ici, c'est le nom qui nous a été fourni en paramètre. On aura un problème ici parce qu'on a dit que c'était une liste, pardon. Donc je vais lui mettre un iterable ici. Voilà. Si j'ai mis mon iterable, normalement je devrais être bien. Je crée mon contrôleur. Donc encore une fois, le nom de la table, vous ne vous en occupez pas, c'est Spring qui s'en occupe pour vous en fait. Donc ici, je vais copier tout ça parce que c'est quasiment les imports que j'ai fait de l'autre côté. Je vais venir les mettre ici. Et puis, je vais appeler ça user comme chemin. D'accord? Je viens ici, je copie tout ça aussi. Et je mets ça dans ma méthode ici. Sauf que ici, c'est pas product service, mais c'est user service. Et ici aussi, c'est user service. Doucement, avec les E et les I. Voilà. On est bien. Ici, on n'a pas de sentiments, on a juste le name ici qui nous intéresse. Et ici, on a juste le name qui nous intéresse. Et le type de retour ici, bien sûr, c'est le user. Je vais donc pouvoir enlever aussi les imports. Voilà, on est plutôt bien. Je peux enlever aussi celui-ci parce qu'il ne sert à rien. Et on va relancer tout ce beau monde. Et on est bien. Maintenant que j'ai mes users qui sont là, je peux en faire mes requêtes. Ici, c'est les users cette fois-ci. Je vais dupliquer ça. Et rename ici, je vais donc dire ici que je vais faire un find by user. Et ici, ça c'est le user. Si je mets ME, si j'ai pas été très mauvais, j'ai dû générer des ME. Voilà, vous voyez, là il va aller me chercher automatiquement tous les noms qui contiennent ME en fait. D'accord? Donc vous pouvez donc faire les requêtes soit en vous appuyant sur ce que met à disposition Spring, soit en rajoutant même vos contraintes comme ça. Mais encore une fois, il faut bien se dire que ici, là, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Quand vous mettez exactement, surtout ici, le nom de l'entité en Java, pas le nom de la table dans la base de données. Si vous voulez vous-même mettre dans la table, vous pouvez reprendre, comment on dit ça, la requête qui vous a donnée ici. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Vous pouvez la reprendre si vous voulez. Je vais dupliquer ça. Je vais dire que je vais faire un truc using native query. En gros, je vais utiliser une requête vraiment plutôt classique en fait. Pour ça, je vais donc dire ici que c'est un select étoile from user u, where user.name égale à ça. Et il faudrait juste rajouter ici la condition pour dire que c'est une requête native en fait. C'est une requête classique. C'est du SQL tout simplement en fait. D'accord? De même, vous pouvez rajouter votre requête SQL native si vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre ça, je vais dupliquer. Je vais dire ici que using native query. Comme ça, je peux écrire moi ma requête en fait, si je ne suis pas très sûr de ce que je veux faire. Donc, je vais dire ici que je vais juste rajouter un select étoile from user u. Et puis, je vais dire que c'est native. Pardon, c'est pas name, mais c'est native query à true. Comme ça, il va me rajouter automatiquement ici ma value. Donc, ma valeur de ma requête, c'est ça. Et la requête native, c'est bien ça, en fait. Je vais mettre ça là entre les côtes. Voilà. Et ici, il n'y a pas de table user, ce sera plutôt utilisateur.
Donc c'est là que vous utilisez cette fois-ci le nom de votre table parce que vous avez l'utilisateur en fait directement. Donc vous avez comme ça le choix, soit vous utilisez du SQL natif, soit vous utilisez ce que fait Spring Data JPA pour vous. C'est toujours mieux de le faire parce que voilà, vous gagnez en temps et puis c'est fait des bonnes requêtes pour vous. C'est des systèmes qui sont déjà pré-pensés, pré-travaillés. Comme ça, vous gagnez de facto en temps à chaque fois que vous utilisez ce Spring Data JPA. Je n'ai pas utilisé ma requête, donc je vais l'utiliser quand même. Sinon, ça sert à rien de l'avoir écrite. Dans mon user service ici, je vais dire que je vais chercher en fonction de cette expression en utilisant Native Query. Juste pour compléter, on avait dit que quand on va générer le produit ici, pour le sentiment, on va dire que le point, il est plutôt à prendre le texte ici pour rester sur la même logique. Je vais mettre mon point ici. Et je vais dire ici que création, c'est instant.now. Voilà. Donc je peux redémarrer mon projet et le tester pour finir notre intro à Spring Data JPA. Maintenant que le projet est démarré, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire notre requête. Okay. Et on n'a pas de requête ici. On a personne, donc du coup, ça me tournerait qu'on ait personne qui est de mis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Where utilisateur username like machin. Donc je vais récupérer ça et je vais venir tester ça dans ma base de données d'abord quand même. Et ici je vais mettre mi comme ça. Alors, il m'a retrouvé les mi et les mi et les mi. Donc, si je dis que c'est like me, ça voudrait dire que j'ai fait une petite boulette là. Je fais une petite boulette ici. Si je mets des cotes, il n'est pas content le monsieur. Et on va pouvoir redémarrer. Maintenant que c'est démarré là, on va pouvoir faire notre test. Hein. Si je relance ma requête ici, voilà, on a notre ME qui marche bien et puis on a tout ce qui marche comme on veut. D'accord? Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer en intro sur Spring Data JPA. J'espère que ça vous donne envie d'utiliser cette librairie là qui est mise à disposition par l'équipe de Spring pour faciliter la rédaction de requêtes dans votre projet. D'accord? Ça marche que vous soyez sur Postgre, MySQL, MongoDB, pas de problème en fait. Encore une fois, comme je dis toujours, merci d'avoir regardé encore. Hein, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi réserver un créneau sur notre site web, chilo.tech, et puis on va échanger avec vous sur les différents problèmes ou questions que vous avez. De même, vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn pour échanger. Très régulièrement, on organise des sessions de formation pour vous aider à vous mettre à jour. N'hésitez pas à nous consulter en direct ou dans les commentaires pour savoir si on a une quête programmée assez sous peu en fait aussi bien sûr. D'accord? Encore merci. N'hésitez pas à partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like. Ça nous permet toujours de grandir. Merci beaucoup et très belle suite à vous.